À la une ce soir, l'après Irma commence à Saint-Martin. Première scène de déblaiement ce matin. En attendant l'arrivée des gros moyens, c'est le système D pour les habitants. Vous allez le voir dès le début de ce journal. Ces témoignages recueillis dans les aéroports de Fort-de-France et Pointe-à-Pitre où arrivent les réfugiés de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Vous entendrez également une Martiniquaise qui a tout laissé sur place pour revoir sa famille en Martinique. L'État a-t-il failli à ses missions de prévention, de protection et de secours? Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer la gestion de crise du gouvernement. Le Premier ministre a répondu. Et puis en Martinique, une plateforme mise en place par la préfecture. Son rôle, rassembler les bonnes volontés, elles sont nombreuses. Chefs d'entreprise privés ou particuliers rassemblent de nombreux dons pour les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le soulagement à Saint-Martin. L'ouragan José aura finalement épargné l'île, détruite déjà à 95% par Irma. Ce dimanche, quelques habitants ont pris leur courage à deux mains et entrepris les premiers gestes de la reconstruction. Le reportage de nos confrères de TF1. Il n'y a plus de temps à perdre. Toutes les équipes de secours ont le même objectif maintenant, aider les habitants à déblayer, consolider, reconstruire leur maison. Il y a la mer qui est montée jusqu'à le niveau de la maison ici, là, comme ça. Cela fait 5 jours que Franck y attendait ses pompiers, prisonniers dans sa maison. Maintenant, on va dégager tout le taux là. C'est un petit peu mixé parce qu'il y a un travail de toiture à faire pour éviter que les pluies ne ravagent encore plus les maisons. Oui. Et dans un deuxième temps, oui, c'est évacuer le contour des maisons pour que les gens puissent à nouveau sortir et puis vivre normalement. Vivre normalement, un rêve pour Loretta, seule, tout à côté. Elle a vu la vague énorme pénétrer dans sa maison. Elle s'est réfugiée au premier étage, ici. Là, en fait, je suis en train de retirer des morceaux de verre en fait, pour éviter le suraccident. Avec tous les blessés qu'il y a déjà eu, il faut éviter d'autres blessés. L'hôpital est déjà surchargé, etc. Donc il faut plus possible protéger les personnes. Nous voici dans un autre quartier, plus pauvre. Les secouristes ne sont pas encore venus ici. Une habitante nous interpelle tout de suite. Elle est en colère. Ça fait 6 jours maintenant que nous sommes, voilà. Vous regardez, vous voyez tout ce qui se passe, 6 jours, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de moyens, les militaires, on ne les voit pas, les secours, on ne les voit pas. Il a fallu se débrouiller par nous-mêmes. C'est le cas de cette famille. Le cyclone a dévasté leur humble maison. Ça, c'est notre télévision, notre linge. Tout est sous la boue et sous les débris. Oui. Toute la famille ici travaille du matin au soir pour essayer de retrouver un habitat correct. Et le président de la République a prévu de se rendre sur l'île mardi. Et selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, la sécurité revient peu à peu à Saint-Martin. Les scènes de pillage seraient moins fréquentes et des forces de l'ordre supplémentaires sont en route. Pour les habitants, cela reste très inquiétant. Le reportage de nos confrères de TF1. Une information fiable pour savoir à quoi s'en tenir. Voilà ce que recherchent ces habitants venus directement au centre de commandement. Toutes les informations seront données sur le smartphone au niveau de la radio ou la télé parce que le courant va revenir ce matin sur le Marigot. Ah, ça c'est bien, d'accord. L'électricité, indispensable pour écouter la radio et obtenir des renseignements. Ça s'est calmé, ouais. Mais la première nuit c'était un peu la panique. Donc là ça va, c'est bon. Ça va beaucoup mieux. Et donc on se sent déjà un peu plus en sécurité. Et de fait, déjà rien que d'avoir les informations, la radio, c'est vrai que on n'est pas tout seul, il y a quand même des secours qui arrivent, il y a quand même tout ça qui arrive. Peut-être que on essaie de se rassurer, oui, ça va peut-être calmer un peu les gens de savoir qu'il y a à bouffer, il y a à boire qui vont arriver. Des informations encore parcellaires qui n'auront pas convaincu certains habitants apeurés, comme cette famille, de rester ici. L'ambiance de l'île est une ambiance de guerre. Pour l'instant, ils évacuent femmes et enfants, donc j'espère pouvoir faire évacuer mon épouse et mes enfants. Et j'espère partir avec eux. Comme eux, ils sont des centaines à se rendre à l'aéroport. L'armée fait face à une population épuisée et à vif. Et ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est bien, vont aussi tranquillement, juste à l'ombre, et on attend tranquillement. Au compte-gouttes, ils franchissent les grilles pour être évacués. La priorité est donnée aux femmes, aux enfants et aux plus vulnérables. On ne veut surtout pas de bousculade à l'entrée. On essaie de rassurer les gens, mais parce qu'il y a beaucoup de vols aujourd'hui, donc les gens vont partir. Donc on leur dit, on leur répète. Après, ils ont beaucoup souffert, il y a un manque de confiance, mais ça va bien se passer. Les rotations aériennes se multiplient, elles permettent enfin d'apporter des vivres et d'évacuer des centaines d'habitants.
une présence massive. Voilà ce que réclament les habitants pour tenter d'apaiser leur peur. Eh bien, près de 300 militaires débarquent rien qu'aujourd'hui, parmi lesquels l'infanterie de marine ainsi que des légionnaires. Ils sécuriseront l'ensemble du territoire. Et en début d'après-midi, plusieurs familles en provenance de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy sont arrivées à l'aéroport Aimé-Césaire. Parmi eux, une Martiniquaise et ses 2 enfants. Son appartement, ses effets personnels ont été quasiment détruits. Elle a tout perdu. Son témoignage recueilli cet après-midi par Sandrine Claude. De retour du chaos. À l'aéroport Aimé-Césaire, les réfugiés d'Irma commencent à arriver et témoignent du cauchemar. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus rien. Tout est complètement détruit. Donc les gens paniquent, les gens deviennent fous. Les voisins sortaient, nous on n'est pas sortis. Les voisins sortaient, ils nous disaient que tout le monde pillait. Et on se disait quand ils auraient fini de piller les magasins, après qu'ils seraient venus chez l'habitant. Donc ils siphonnaient les voitures, c'était la terreur. Moi j'étais terrorisée. Et je crois que c'est que depuis ce matin que là l'armée a été vraiment bien déployée et que mes amis qui sont restés là-bas, ils sont assurés. Un départ dans l'urgence et une vie quotidienne qu'il faut tenter de reconstruire. J'ai un enfant handicapé qui était bien scolarisé à Saint-Martin, donc ce sera encore un parcours de combattant avec lui. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai envie de repartir à Saint-Martin rapidement pour aider. Voilà, j'ai laissé mon appartement aux militaires, j'ai envie d'aider, mes copines sont là-bas, j'ai envie de leur amener des choses. Et puis je suis venue sans rien aussi, j'ai même pas de vêtements de rechange, de brosse à dents, j'ai absolument rien. Donc essayer de récupérer quelques affaires. Originaire de Martinique, Catherine sera hébergée chez ses parents. Mais pour ceux qui n'ont pas d'attache, l'association des secouristes se mobilise pour trouver des solutions d'hébergement. Oui, pour une proposition d'hébergement. L'objectif est simplement de recueillir les propositions, les bonnes volontés avec les différents types de propositions d'hébergement, que ce soit dans des maisons, dans des appartements, et de voir comment, en fonction des remontées du terrain et des besoins qui seront identifiés, on peut assurer une adéquation entre les deux. Les particuliers qui souhaitent accueillir des rescapés peuvent se signaler auprès de l'association des secouristes. Toute proposition est la bienvenue. Direction la Guadeloupe, qui reste la base avancée pour les secours, mais également un lieu de repli pour les victimes. À l'aéroport Paul-Caraïbe se mêlent des femmes avec enfants ayant laissé leur mari à Saint-Martin et ceux qui souhaitent également faire le chemin inverse pour rejoindre l'île sinistrée et apporter leur aide. Le reportage de Marie Tricot et de Michelet François. Un vol vient d'arriver depuis Saint-Martin. À son bord, Carole a fui l'île avec ses 2 enfants et d'autres qu'elle ne connaît pas. Il y a des mamans qui ne pouvaient pas partir et donc ils m'ont donné leurs enfants. C'est-à-dire qu'à Saint-Martin, il y a un énorme problème de sécurité. Donc c'est effectivement les enfants. D'abord, nous aussi, on est là, c'est parce que mon mari est resté. Tous nos maris sont restés. Mais avec leur seul passeport et sans autorisation parentale, impossible pour ces enfants de rejoindre la métropole où des membres de leur famille les attendent. On reste en contact. Ça marche. D'accord ? Ça marche, mais j'ai pas de numéro, j'ai rien, tu vois. Nadina a pu embarquer pour la Guadeloupe il y a 2 jours. Son mari et sa fille de 16 ans sont restés derrière elle. Depuis, elle passe la journée à l'aéroport pour tenter d'obtenir des informations. Quand on est venu, l'armée nous avait dit qu'il sera sur la prochaine vol. Ne t'inquiète pas, il sera sur la prochaine vol parce que ma fille elle a 16 ans, elle ne peut pas s'occuper d'elle, on n'a plus de maison, rien, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'électricité. Eux aussi attendent, mais de pouvoir rejoindre Saint-Martin pour prêter main forte. La résidence hôtelière de ce couple n'a pas été détruite par l'ouragan et pourrait accueillir des réfugiés sur place. On peut produire de l'électricité, on peut produire de l'eau. Je ne vois pas pourquoi on nous empêcherait de partir. On a peut-être une valise complète d'antibiotiques, de Doliprane pour donner à l'hôpital et on nous empêche de partir. 500 sinistrés devraient arriver encore aujourd'hui dans ce centre d'accueil installé au milieu de l'aéroport régional. La Croix-Rouge écoute et réconforte, mais ne sait pas ce qu'il advient des réfugiés. Il y a la CUM qui est présente à côté pour le soutien psychologique et l'accueil psychologique. Nous, étant auxiliaires des pouvoirs publics, après nous faisons remonter les informations au niveau de la préfecture de la Guadeloupe, qui est à même de déterminer qui pourra prendre un transport pour entrer en métropole ou pour éventuellement un hébergement sur l'île en attendant. Les bénévoles ont ordre d'évacuer le terminal. Les sinistrés vont être déplacés dans une zone de fret en attendant peut-être un vol ou un placement en famille d'accueil. Cette question maintenant, est-ce que tout a été fait pour prévenir la catastrophe? La polémique enfle, certains pointent du doigt le manque d'anticipation, d'autres la lenteur des secours. Irma, l'État a-t-il tout fait? Élément de réponse avec nos confrères de TF1.
On voulait savoir quand c'est qu'ils arrivaient. On n'a pas d'eau, on n'a pas de lait. Plusieurs jours après le passage d'Irma, des rescapés livrés à eux-mêmes, désespérants de voir les secours arriver. Est-ce un manque d'anticipation de la part des autorités face à la catastrophe annoncée? Le gouvernement s'en défend. Plus de 1000 personnes, militaires, secouristes, étaient prépositionnées en Guadeloupe pour intervenir dès l'ouragan passé. Ils ont apporté eau, vivres, premiers soins. Il n'était pas raisonnable d'envoyer la totalité des moyens sur l'île, parce que avec un cyclone annoncé de force 5 sur 5, il valait mieux être capable de projeter à partir de la Guadeloupe, ce qui a été fait, puis de la métropole, ce qui encore une fois a été fait. Ces moyens sont-ils suffisants? Des renforts sont déjà en route, venus de Guadeloupe, de Guyane et de métropole. La principale difficulté à présent, c'est l'acheminement de l'aide, notamment du million de litres d'eau qui attend d'être distribué. Aurait-on pu éviter les pillages constatés à Saint-Martin? Un couvre-feu a été mis en place dès jeudi. Insuffisant, les magasins ont été dévalisés en plein jour. À côté des vols opportunistes, il y a ces habitants qui luttent pour leur survie. Tous les logements vides où il n'y a personne dedans, eh ben on prend ce qu'il y a pour renforcer nos maisons, s'équiper et autres, et pour manger. Voilà. Ce soir, le ministre de l'Intérieur se veut rassurant. L'ordre a été rétabli dans l'île de Saint-Martin avec l'arrivée à la fois de gendarmes, de policiers. Des légionnaires vont arriver demain. La sécurité, c'est l'une des missions prioritaires des effectifs dépêchés sur place. Et justement, la préfecture de Martinique a décidé de coordonner toutes les bonnes volontés. Les actions de solidarité se multiplient, institutionnelles comme privées. Exemple avec ces bateaux qui repartiront avec plein de vivres à destination de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le reportage de Loïc Régis. Voilà, nous avons un petit souci avec ce sujet. Je vous le disais il y a quelques secondes, la Martinique donc va continuer à accueillir les sinistrés. Alors avant de voir ensemble ces bonnes volontés et notamment cette plateforme qui a été mise en place par le gouvernement, retour à l'aéroport Aimé Césaire où des familles se sont donc retrouvées cet après-midi. Elles ont pu atterrir. Voilà ce reportage. Ces images ont été tournées hier à la marina du Marin. Ces Martiniquais ont répondu à l'appel d'habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy venus mettre leur bateau à l'abri ici. Patricia est un maillon essentiel de cette collecte. Pendant près de 24 heures, sa maison s'est transformée en véritable centre de dépôt. On a poussé les meubles, on en avait partout. On a rempli un fourgon de 10 mètres cubes, on a rempli 4 4x4, voilà, avec plein d'eau, avec plein de vivres. On a essayé d'identifier quels pouvaient être les besoins, parce que là, on était dans un appel d'urgence et on a pensé aux enfants, on a pensé aux adultes, on a pensé aux bougies, on a pensé aux moustiques, on a essayé de penser à plein de choses qui pouvaient, selon nous, répondre aux besoins d'urgence. Les actions des particuliers s'ajoutent à celles des entreprises ou associations comme la Croix-Rouge. L'organisme humanitaire a déjà envoyé près de 40 bénévoles, des denrées et du matériel. La deuxième phase de leur opération consiste à récolter un maximum d'argent pour les sinistrés. Pour justement mettre en place, dans un deuxième temps, des actions au profit des populations sinistrées. De l'aide à la reconstruction, mais également pouvoir permettre aux sinistrés de se reconstruire, d'avoir aussi un soutien psychologique, mais aussi pouvoir acquérir du matériel, de l'électroménager, pouvoir reconstituer un environnement qui leur permette de vivre, tout simplement. Pour l'heure, une des priorités reste l'acheminement de tous les types de dons. C'est dans ce but que la préfecture a créé la plateforme des bonnes volontés. Objectif, lister, répertorier et organiser les envois. Vous entendez par la voie de presse qu'il y a un véritable désordre, une insécurité qui règne là-bas. Et si on veut être productif au départ de la Martinique, c'est de mettre en place une organisation de façon à ce que la population sinistrée saint-martinoise et de Saint-Barthélemy reçoive les dons et les bonnes œuvres qui sont mises en place au départ de la Martinique. Une solidarité de tous les instants. Privés, associations, acteurs économiques ou autorités publiques se mobilisent pour faire face au chaos laissé par Irma.
Et ces images de l'Airbus A400M mis à disposition par l'armée française, il a pu décoller cet après-midi en direction de Saint-Martin avec des tonnes de vivres et également une cinquantaine d'hommes qui vont pouvoir donc apporter leur aide aux sinistrés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Plusieurs rotations sont prévues jusqu'à la semaine prochaine. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce qui se passe à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l'ouragan Irma. Restez avec nous à suivre dans votre journal la rentrée du CERMAC. Dernier jour ce dimanche pour s'inscrire aux activités artistiques et culturelles. Et puis nos invités, le chanteur Paille et la première lauréate de sa bourse créée par l'artiste. Avec elle, nous parlerons de son projet. Enfin, quelques images de sport avec l'arrivée des Foulées du Sud cet après-midi à Ducos. Vous entendrez les réactions des vainqueurs. En bref, cet accident hier soir au port de Fort-de-France, 2 hommes gravement blessés lors de l'utilisation d'un cavalier. C'est un chariot utilisé pour déplacer les conteneurs. Le conducteur était en état de choc. Les victimes ont été prises en charge au CHU Pierre Zobda Kitman. Et puis cette alerte donc à la disparition diffusée cet après-midi par la gendarmerie nationale, un homme âgé de 64 ans, il s'appelle René Nourel et est recherché, disparu depuis ce dimanche au Marin. Sa famille n'a plus de nouvelles de lui, il est recherché activement. Les différentes investigations engagées n'ont pas encore permis de localiser ou d'orienter les recherches. Une équipe cynophile est à sa recherche. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 05 96 74 18 40 ou tout simplement composer le 17. On poursuit ce journal avec cet appel à la grève lancé par plusieurs syndicats opposés au gel des contrats aidés. Demain, plusieurs établissements seront perturbés. Le collège Stédio Anse d'Arles notamment informe que les parents que la demi-pension ne sera pas assurée, tout comme le lycée de Bellevue qui prévoit le fonctionnement de l'internat qui sera également perturbé. Le collège du Carbet informe également que la restauration ne pourra pas être assurée. Et puis ce dimanche 10 septembre marquait la 15e journée mondiale de la prévention du suicide. La Martinique n'est pas épargnée par ce sujet sensible. L'association SOS Crise, qui propose une ligne téléphonique d'urgence, a reçu plus de 2030 appels depuis le début de l'année. On a peut-être l'impression qu'il y a plus de suicides, mais simplement parce qu'on pose le projecteur, on pose le curseur là-dessus. Ce qu'on sait du suicide, ce que la recherche nous a appris, c'est qu'une personne qui est en crise suicidaire, c'est souvent pour plusieurs raisons. C'est jamais seulement les violences conjugales, jamais seulement les violences sexuelles, jamais seulement le harcèlement, jamais seulement la maltraitance de l'enfance, mais c'est tous ces facteurs-là. Donc parfois il y a des signes qui peuvent apparaître. Les 3 grands types de crises, les crises psychosociales, donc suite à une rupture, un divorce, un gros poil, un licenciement. Les crises psychotraumatiques suite à un traumatisme comme Irma là, qui vient de ravager nos voisins. Les braquages, tout le monde sait comment la population est braquée. Les tentatives de viol, les tentatives de meurtre, les meurtres, tout ça, nous avons appris à repérer ces types de crises et à les désescalader. Donc intervenir pour aider les personnes à reprendre le dessus et à s'orienter vers les bonnes personnes qui pourraient les aider. Culture, comme chaque année, beaucoup se sont précipités aux journées d'inscription du CERMAC, le service municipal d'action culturelle de Fort-de-France. Il a fait sa rentrée au programme une trentaine d'ateliers artistiques, culturels proposés au public. José Le Chertier. De la patience, il en fallait ce dimanche matin à l'espace culturel Camille Darcière. Dernier jour d'inscription aux ateliers. Le temps pour Isaac et sa famille de rassembler les derniers documents. Isaac a choisi un instrument à cordes. Pour son père, le CERMAC est le lieu par excellence. Le CERMAC a une réputation. On s'est dit pourquoi pas, puisque bon, c'est un service de qualité avec un coût raisonnable. J'ai choisi la guitare parce que j'ai toujours bien aimé cet instrument et j'ai toujours voulu essayer de jouer, ça m'a plu. Ces ateliers ne sont pas réservés qu'aux jeunes publics. Monique et Michel ont respectivement 66 et 69 ans. Depuis 2007, ils sont inscrits au cours de saxophone animé par Charles Gassette, une des pointures qui font la renommée du CERMAC. C'est le père des saxophonistes martiniquais. À ma connaissance, je ne sais pas qui n'a pas été en formation avec M. Gassette.
C'est familial, c'est convivial, c'est amical. Et M. Gasset, il a, comment dirais-je, il a un charisme de sagesse. J'ai été élève aussi, ou bien qu'en bonne partie autodidacte, mais j'ai rencontré des musiciens. Ils m'ont dit que ça n'arrive pas tout de suite. Il faut avoir passé, il faut patienter. À l'année, l'adhésion à l'atelier de musique est de 100 €, le piano 105 € et 85 € pour les autres activités. Un prix attractif pour la famille. C'est une volonté de la ville de permettre effectivement l'accès à la culture, l'accès de tous à la culture. Et donc ce tarif vient confirmer cette volonté politique de permettre à tous de profiter des enseignements artistiques qui permettent l'épanouissement de l'individu. En dehors de l'atelier d'expression rythmique, l'ensemble des ateliers a été maintenu. Pour les retardataires, sachez que les inscriptions sont encore possibles tout au long de l'année. Et on poursuit la page culture de ce journal avec nos deux invités ce soir, le chanteur Paille, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et la lauréate de la bourse Paille, Tessa Treff, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup Tessa Treff d'avoir accepté notre invitation. Alors on va parler de cette bourse qui a été lancée il y a presque un peu moins d'un an maintenant et qui notamment permet aux jeunes martiniquais de recevoir un prix. Alors on ne va pas revenir sur les conditions de la bourse, on va venir d'abord sur le projet de vous, Tessa Treff. Quel était ce projet justement? Donc mon projet, Aline, c'est une plateforme de mise en relation entre assistantes et entrepreneurs artisans qui souhaiteraient qui ont des besoins ponctuels au niveau administratif, comptable ou commercial. Voilà. Alors qu'est-ce que cette bourse vous a apporté? Beaucoup de choses, c'était très instructif. On a eu 3 semaines de formation, c'était assez intensif. Donc on a appris à replacer notre projet dans le contexte martiniquais. Et on a appris aussi à appréhender l'environnement socioculturel, économique et politique de la Martinique. Il y a également un petit coup de pouce financier? Oui, tout à fait, qui me permettra d'améliorer mon projet, d'avancer, d'élaborer des stratégies commerciales et de les mettre en place. Voilà. Alors Paille, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette bourse. Vous avez souhaité mettre en avant la Martinique et ses talents. Et vous avez, ce que vous dites, détecté des mots qui notamment empêchent les Martiniquais de s'investir dans leur pays. Quels sont ces mots? Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une émission où on parlait à peu près de la même chose. Il y a une forme de... Alors, c'est pas du désamour, c'est un manque de confiance en ce qui est endogène, en ce qui est proprement martiniquais. On a l'impression qu'il faut être adoubé, qu'il faut avoir une autorisation extérieure, une sorte de tampon extérieur pour que les produits deviennent viables ou bien que les entreprises deviennent solides. Et quelque part, quand on est un peu plus grand, puisque finalement je vais de plus en plus vers une sorte d'âge de sagesse, on a un devoir d'exemplarité. On a désormais avec les réseaux sociaux plein de moyens qui sont déculpabilisants. On peut poster des statuts, faire des directs, etc. On a l'impression d'être dans l'action et au final, non, complètement pas. Donc moi, je me suis dit qu'à un certain moment, puisque j'ai pris aussi cette mauvaise habitude de parler fort, il faut essayer au moins d'agir à hauteur des mots qu'on souligne dans les chansons, dans mon cas, ou bien sur les réseaux sociaux pour les autres. Alors justement, est-ce que c'est le rôle des artistes justement d'avoir ce genre d'initiative? Je pense que c'est le rôle des Martiniquais, point. Tous ceux qui sont en capacité et qui se permettent de ne pas le faire parce que c'est effectivement complètement inconfortable. C'est inconfortable parce qu'il y a une logistique à mettre en place, parce que mon quotidien est assez finalement simple et je l'ai compliqué en partant sur cette initiative. Mais c'est tellement épanouissant et on est tellement dans autre chose que dans la vindique gratuite et puis dans la critique stérile que finalement je me dis que j'ai presque fait ça un peu trop tard, quoi. Donc j'invite toutes les personnes qui sont en capacité et en volonté de faire à leur échelle, qu'il s'agisse de mécaniciens ou de pâtissiers, qui est en mesure d'intégrer un peu de Martinique et de martinicalité dans ce qu'il fait, de le faire avec urgence parce que quelque part, c'est nécessaire. Est-ce que vous avez eu des obstacles sur l'organisation de cette bourse? Est-ce qu'il a été difficile de trouver des partenaires? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a eu des entreprises locales et des partenaires qui sont venus directement. Alors, il faut forcément un peu les citer. On a le Chocolat Hello, Air Caraïbes, Canal+, Didier. On a un pote à moi qui s'appelle Michael Guassid. Il y a des particuliers qui ont donné. Coucou Jocelyne, B. On a plein de gens qui sont venus naturellement donner un coup de main. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont réticents, qui partent du principe que on est dans le dépassement de fonction, que ce n'est pas forcément à eux de faire ça. Et qui sont, la société nous permet de le faire dans une forme d'égoïsme, là encore très confortable. Mais on a un exemple avec nos voisins de Saint-Martin, de Saint-Barth.
qu'on le veuille ou non, on est sur le même bateau, donc il y a un certain moment, quand on peut mouiller le maillot, il faut le faire. Alors Tessa, est-ce que vous partagez un petit peu l'idée, la philosophie de cette bourse? Est-ce que vous aussi, vous estimez que les Martiniquais sont trop amenés à quitter leur île et à, entre guillemets, avoir une fuite des cerveaux? Je partage l'idée de Paille, en effet, car on perd quand même plus de 4000 habitants par an. Notamment les jeunes qui partent faire leurs études en France. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne reviennent pas pour entreprendre en Martinique, pour booster l'activité de la Martinique. Et c'est vrai que la Bourse Paille est une très bonne initiative par rapport à tout ça. Et vous, pour vous, c'est une motivation? Est-ce que c'est ça aussi qui vous a décidé à rester? Ou est-ce que vous aviez déjà l'intention de repartir? Oui et non, car... la Martinique, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Et c'était l'occasion rêvée, justement, de monter ma plateforme et d'y arriver. Voilà. Alors, dernière question. Paille, là, c'est la première édition. Est-ce qu'il y aura une deuxième? On est en plein dedans. D'ailleurs, on organise ce jeudi. Alors, je profite de votre antenne. On organise ce jeudi un concert qui va nous permettre déjà de mettre un peu de sous dans la tirelire de 2018. Et puis, on fait aussi en parallèle une collecte de denrées non périssables, pâtes, riz, etc. pour nos amis des îles du Nord. Donc, ce sera ce jeudi 14. Les places sont déjà en vente. Et effectivement, le nerf de la guerre est toujours le même. La bourse s'appelle Paille parce que d'un point de vue marketing, c'était plus simple et que ça permettait aux marques de voir très rapidement, d'identifier qui était le porteur de ce schmilblick-là. Mais il faut qu'effectivement, assez rapidement, ça devienne quelque chose que j'espère qui va s'institutionnaliser et qui va dépasser ma simple personne. Et puis, on peut l'appeler la bourse, peu importe le nom, mais l'idée, c'est qu'on continue à croire en des projets de jeunes Martiniquais. Merci beaucoup au chanteur Paille, l'homme Paille, son chapeau ce soir, et à Tessa Treffs, donc lauréate de cette bourse. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On poursuit ce journal avec du sport et regardez ces images. L'arrivée donc des foulées du Sud. La compétition ouvre la saison de course à pied et les vainqueurs sont Gérard Gladone chez les hommes et Félix Fanja chez les femmes. Une arrivée cet après-midi à Ducos. On écoute la réaction des vainqueurs au micro de José Lechertier. Dès les premières étapes, on ne s'est pas lâché. Tony, mon coéquipier, on s'est livré un bon duel toute la semaine. En fin de semaine, j'ai réussi à prendre un maillot jaune. Mais 8 secondes à la dernière étape, c'est vrai que j'avais très chaud. J'avais même un petit peu peur au début de l'étape, mais j'ai confiance en moi. Je sais que ça se jouait à très peu de choses, donc il n'y avait pas de raison. Donc j'ai bien fini, mieux que lui. Donc je garde le maillot et tant mieux pour moi, quoi. J'ai fait le maximum possible aujourd'hui, mais avec la fatigue, un petit peu la fatigue, parce que j'ai pas pu accélérer comme une fois à chaque fois à la montée, mais sinon tout va bien. Je pense que c'est un bilan assez positif quand même. Vous avez vu, la course a été discutée jusqu'à la dernière étape. Et je crois que le coup 2017 a été un bon coup. On poursuit avec ces informations pratiques des travaux demain et mardi sur la route départementale numéro 41. Des travaux de nuit entre 21h et 5h du matin. Lundi, la circulation sera interrompue entre la sortie Pont-de-Chêne et la maternité. Et mardi, entre la maternité et Dillon. Information pratique, toujours comme tous les soirs, votre rendez-vous pour le don du sang. Demain, vous avez donc rendez-vous au centre commercial Place d'Armes au Lamentin entre 9h et 14h avec toute l'équipe de l'EFS Martinique. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.